Bienvenue dans le débat. Le Groenland passera-t-il sous pavillon américain? La question ressurgit quelques jours après l'opération de l'administration Trump au Venezuela. Et alors que la coalition des volontaires est réunie à Paris sur l'Ukraine en présence de Volodymyr Zelensky, nous nous occuperons du Groenland dans environ 2 mois. Parlons du Groenland dans 20 jours. C'est ce qu'a lancé Donald Trump après avoir affirmé que les États-Unis avaient besoin de ce territoire pour sa sécurité nationale. Nous sommes ouverts au dialogue dans le respect du droit international, a déclaré le Premier ministre du Groenland, tandis que la Première ministre danoise, Mette Frederiksen, soutient que si les États-Unis font une opération au Groenland, un pays de l'OTAN, alors ça sera la fin de tout. La France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni ont apporté dans une déclaration commune leur soutien au Danemark. Et c'est dans ce contexte, à Paris, que l'entourage d'Emmanuel Macron a présenté cette nouvelle réunion de la coalition des volontaires comme l'aboutissement des efforts engagés il y a 1 an après l'arrivée de Trump à la Maison-Blanche. Après le Venezuela, le Groenland est-il donc le prochain sur la liste de Donald Trump? Comment l'Europe réagit-elle à cette menace? A-t-elle les moyens d'empêcher une éventuelle annexion du territoire? Quelles sont les répercussions de ces menaces sur la guerre en Ukraine? On en parle avec mes invités. Jean-Maurice Ripper est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là, ancien ambassadeur en Russie et en Chine, auteur de Diplomatie de combat, mémoire, et c'est chez Perrin. Général Dominique Trinquant, merci d'être là. Bonsoir à vous. Ancien chef de la mission militaire française auprès des Nations Unies. Et puis Stéphane Dugast est avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes auteur et réalisateur, secrétaire général de la Société des Explorateurs, auteur de la BD Paul-Émile Victor, L'or blanc du Groenland, et c'est aux éditions du Sequoia. Il y a donc à Paris en ce moment même une réunion de la coalition des volontaires, les Européens plus le Canada, le Japon, en présence de Volodymyr Zelensky. On attend d'ailleurs une conférence de presse commune. Et vous avez aussi, et ça c'est vraiment l'image du jour, et puis plane bien sûr sur cette réunion, cette nouvelle menace de Trump d'obtenir le Groenland après l'opération militaire au Venezuela. Le Groenland, on va regarder la carte, est géographiquement en Amérique du Nord en fait. C'est un territoire immense situé entre l'océan Atlantique et l'océan Arctique, mais c'est un territoire autonome rattaché au Danemark pour ses fonctions régaliennes, donc affaires étrangères, justice, monnaie. Le Danemark qui fait lui-même partie de l'Union européenne et de l'OTAN. Le Groenland compte 57 000 habitants et Trump a donc réitéré la nécessité pour les États-Unis de l'obtenir d'une manière ou d'une autre. On fait un point en image avec Serine Bay. Le dossier vénézuélien presque bouclé avec l'enlèvement de Nicolas Maduro, c'est maintenant le Groenland que Donald Trump a en ligne de mire. Et sur l'île, les dernières déclarations du président américain ont beaucoup fait réagir les responsables locaux. Notre territoire n'est pas du tout comparable à celui du Venezuela. Nous sommes ici en démocratie et c'est le cas depuis de très nombreuses années. La coopération que nous recherchons actuellement, nous voulons la créer, ou plutôt la rétablir, à l'image de celle qui a déjà existé avec les États-Unis. Nous avons déjà eu une bonne coopération et nous ne sommes pas dans une situation où les États-Unis peuvent simplement venir conquérir le Groenland. La défense et la diplomatie sur le territoire semi-autonome restent aux mains du Danemark, un pays membre de l'OTAN. Ce qui signifie que le Groenland est lui aussi protégé par l'alliance militaire. Pour la première ministre danoise, les menaces américaines envers un allié peuvent avoir de lourdes conséquences sur l'OTAN. Je pense que le président américain doit être pris au sérieux quand il dit qu'il veut le Groenland. Mais je veux aussi insister sur le fait que si les États-Unis choisissent d'attaquer militairement un autre membre de l'OTAN, alors tout s'arrête. Et quand je dis tout, cela inclut l'OTAN et donc toute la sécurité qui a été fournie depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Tandis que les Européens tentent de montrer un front uni face à Donald Trump et son projet pour le Groenland, le mot d'ordre à la Maison-Blanche, c'est que Washington peut faire ce que bon lui semble. Personne ne va se battre militairement contre les États-Unis pour l'avenir du Groenland. Lorsque Donald Trump a repris le pouvoir l'an dernier, des craintes ont été soulevées concernant son engagement à l'OTAN et au respect de l'article 5. Aujourd'hui, l'avenir de l'alliance militaire dépend en partie de ses possibles actions contre le Groenland et de la réponse des autres membres. Dominique Trinquant, l'opération américaine au Venezuela rend-elle plus probable une intervention, une opération militaire américaine au Groenland? Moi, je pense qu'on est dans un cadre complètement différent. Le Venezuela avait un gouvernement d'opposition aux États-Unis, recelait des richesses qui avaient été exploitées par les États-Unis. Le pétrole vénézuélien, en fait, avait été complètement monté par les États-Unis.
Le Venezuela, gouvernement d'opposition, donc, avait chassé quasiment 30% de la population vénézuélienne qui avait quitté, donc émigré en Amérique centrale ou aux États-Unis. Le Groenland n'est pas du tout dans cette configuration-là. Mais le Groenland... Les menaces sont lourdes. Non, mais si vous voulez, l'histoire du Groenland est ancienne. Je veux dire, au 19e siècle, à l'époque où les États-Unis ont acheté l'Alaska, ou tout à fait au début du siècle avaient acheté la Louisiane à la France, eh bien, ils ont déjà fait au moins 3 fois des propositions d'achat. 120 millions de dollars pour acheter le Groenland. Ça a été refusé. Bon, on a changé d'époque. On ne fait plus la même chose. On ne propose plus de l'acheter, là. Je ne suis pas sûr. Attendez, je ne suis pas sûr. Il y a 57 000 habitants au Groenland. Combien de zéros faut-il mettre pour les convaincre qu'ils seraient mieux américains que danois? C'est une vraie question qui peut se poser. Pour le reste, si vous voulez, je crois qu'il faut vraiment différencier 2 sujets. La sécurité des États-Unis. Je rappelle qu'il y a une base américaine au nord du Groenland. Pourquoi? Parce que les missiles balistiques qui viennent de Russie passent au-dessus du Groenland. Et donc, il y a une nécessité de sécurité. Ça, c'est un sujet. L'autre sujet, ce sont les matières premières. Et ça, c'est un autre sujet. Et donc, je pense qu'il faut bien différencier les deux. Pour l'instant, les Européens ont dit, attendez, rien ne peut se faire sans l'avis des Groenlandais. Jean-Maurice Ripper, vous pensez, vous, qu'il y aura tout de même une probabilité plus importante d'une intervention américaine au Groenland? Est-ce que ça a ouvert une boîte de Pandore, cette intervention américaine au Venezuela? Une boîte de Pandore pour un certain nombre de régimes. Je serais panaméen, je serais iranien, je serais très inquiet. Et groenlandais? Je ne peux pas imaginer une seconde que des forces militaires américaines envahissent le Canada ou le Groenland. Je crois que ça n'aurait absolument aucun sens. Alors pourquoi est-ce qu'ils n'arrêtent pas de semer le... Il y a un élément comme qu'il ne faut pas oublier. Je ne suis pas sûr du tout que l'état-major américain, les armées américaines, voire le Congrès, parce que là, il ne pourrait pas prétexter comme son ami... consulter le Congrès. Oui, mais il ne pourrait pas prétexter, comme l'a fait son ami Poutine, que c'est une opération spéciale. S'il envahit le Groenland, c'est une invasion. Il n'aura pas l'accord du Congrès américain, je n'y crois pas une seconde. Je crois il n'a pas eu pour le Venezuela. Non, je pense que la stratégie de Trump est toujours la même. C'est d'ailleurs la même que celle de Xi Jinping. C'est intéressant. C'est la menace... l'envoi probablement de gens qui sont en train de distribuer des dollars à droite ou à gauche pour acheter des voix. Le Groenland est un État autonome, souverain pour toute une question, vous nous en parlerez plus savamment que moi, aucun Groenlandais que je sache pour l'instant n'a dit qu'il souhaitait devenir américain. Je rappelle quand même que l'histoire des Américains avec leurs peuples autochtones, ils ne sont pas les seuls d'ailleurs, doit laisser quand même quelques autochtones groenlandais un peu dubitatifs sur le sort qu'ils subiraient. Non, je crois que ce que veut Poutine, c'est effectivement mettre la main sur les ressources... Pardon, Trump, oui, mais oui, beau lapsus. C'est mettre la main sur les ressources du Groenland, ça me paraît une évidence. Stéphane Dugas, pourquoi est-ce qu'il considère Trump finalement que c'est un peu son arrière-cour que ce Groenland? Ça fait partie de l'hémisphère occidental, c'est ce qu'ils disent, contrairement à la guerre en Ukraine, qui n'est pas dans leur hémisphère d'influence. Et on est avec la doctrine Monroe, on est avec toute une histoire, on vient de l'évoquer. Et dès la Seconde Guerre mondiale, en 1941, les États-Unis entrent en guerre et ils découvrent que le Groenland va jouer un rôle logistique, stratégique est éminemment important. Et ensuite, pendant la guerre froide, on est sur une zone où on va construire des bases aériennes. On va construire cette base de Pitoufik, qui était la base de Tulé, et que nous, Français, on connaît grâce à l'explorateur Jean Mallory, qui était installé là. Et cette base, elle est située à équidistance des tirs de missiles balistiques entre Moscou et Washington. Donc le Groenland... Donc, ils ont une base, ils ont cette base. Le Groenland est au centre de leurs préoccupations. Ils vont le délaisser. Il y a une vingtaine d'années, je suis allé au Groenland pour la première fois, empreinte plein de romantisme avec Paul-Émile Victor, l'explorateur. Et là, j'ai découvert la présence américaine avec des bases abandonnées, puisque tout le reste des bases, et un désengagement américain. Et pendant une vingtaine d'années, le Groenland n'était pas du tout au centre de l'échiquier. Pourquoi est-ce qu'il le redevient finalement Trump, au centre? Trump invoque un besoin sécuritaire. D'ailleurs, depuis de nombreux mois, je regarde quelle est la menace qui pèse, quelle est la réelle menace. Parce qu'on est juste, si on prend la planète, on a en face l'ogre russe. Est-ce que les bateaux chinois, est-ce que la Chine a fait commerce, mais la Chine s'est désengagée en partie. Et donc, il y a ce besoin sécuritaire. Et puis, on le voit aussi avec les métaux rares, avec
avec les besoins en matières premières, où le Groenland est considéré comme un Eldorado. Néanmoins, j'ai regardé les rapports des Nord-Américains à ce propos, et on sent que les quantités sont plus négligeables que ce qu'on avait pensé au départ. Mais néanmoins, elles existent. Pourtant, c'est bien ce qu'il met en avant Donald Trump. Dominique Trinquant, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Pologne, l'Espagne et le Royaume-Uni. Donc 6 pays européens apportent aujourd'hui dans une déclaration commune leur soutien au Danemark face aux revendications de Trump. Ils disent, bien sûr, ils parlent de souveraineté, qu'en plus le Royaume du Danemark fait partie de l'OTAN. Ça suffit face aux déclarations de Trump, cette position de quelques pays européens? Non, ça ne suffit pas, mais c'est important. Et je pense qu'il est important de voir que le Royaume-Uni s'est associé à des pays de l'Union européenne. Parce que le Royaume-Uni, d'habitude, est assez vassal des États-Unis. Donc là, il a pris la position commune des Européens. Je dis que ça ne suffit pas, mais c'est important, parce qu'il faut que les Européens parlent d'une seule voix. Bon, ils le font, là. Ils sont 6. Important. Et je pense que ça ouvre la possibilité d'une discussion avec les Américains. Encore une fois, la sécurité, comme ça a été très bien dit, pendant la Seconde Guerre mondiale, le Groenland est resté rattaché au Danemark. Ça n'a pas empêché des bases américaines d'être présentes là-dessus pour protéger les États-Unis. Oui, mais les États-Unis pourraient dire on va augmenter le nombre de soldats américains présents sur la base, ils pourraient négocier. C'est pas du tout le discours de Trump. Non, parce que son discours, c'est un discours de puissance. Si vous voulez, ça s'adresse évidemment au Canada, ça s'adresse au Panama, ça s'adresse au passage. On devrait s'inquiéter un petit peu. Nous avons des îles dans les Antilles et nous avons la Guyane aussi, où, au passage, la base de Kourou est essentielle et stratégique pour nous. Saint-Pierre-et-Miquelon. Et Saint-Pierre-et-Miquelon, qui est un peu plus proche. Oui, vous avez raison. Donc, si vous voulez... En tout cas, vous n'avez pas l'air inquiet. Non, attendez, ça fait partie du vocabulaire de puissance que les Américains veulent mettre en place. C'est la répartition des empires. L'empire, l'hémisphère occidental, et quand on dit occidental, nous, on se croit dedans, pas du tout. En fait, ce sont les Amériques. Ce sont les Amériques, la Chine, la Russie, les Européens là-dedans. Il n'y a qu'à lire la revue stratégique qu'a publiée par M. Trump. On aime bien les Européens, mais pas l'Union européenne. Vous voyez, parce qu'on a des bons rapports historiques et tout avec les Européens. Mais l'Union européenne, c'est un marché gigantesque. Et il ne faut surtout pas qu'ils s'amusent à nous résister. Parce que là, ça nous pose un problème. Mais ces sphères d'influence, monsieur l'ambassadeur, c'est dangereux ou pas? Oui. Alors, attendez, deux choses. En léger désaccord sur le Royaume-Uni, ça fait quand même maintenant plusieurs mois que les Anglais ont compris où était la défense stratégique du Royaume-Uni et qu'elle était en Europe. Et je crois qu'il faut saluer les responsabilités, y compris les Britanniques, y compris dans la défense et le soutien à l'Ukraine. Non, ce qui est dangereux dans cette affirmation, bien sûr, ce renouveau des empires qui essayent de s'imposer par la force, c'est leur convergence. Ce qui est inquiétant pour l'Europe, pour les démocraties en général, et pour les grands pays du Sud démocratiques qui ont émergé, comme le Brésil, comme l'Inde et comme d'autres, c'est la convergence de cette pratique de Poutine, de Trump et de Xi Jinping pour dire ce qui est à moi, je le décide et je le prends. C'est ça qui est dangereux, parce que c'est tout le multilatéralisme et tout le droit international qui est menacé. Et les Européens, est-ce qu'ils devraient justement parler d'une voix Ils le font, pardon. Là, ils sont 6 à avoir écrit. Mais non, ils sont plus, excusez-moi, ils sont plus que 6. C'est ce qu'on appelait les Big Six. C'est les 6 plus gros pays de l'Union européenne, et notamment en termes militaires, ce sont les grandes puissances militaires. Quand vous additionnez les puissances militaires polonaises, italiennes, espagnoles, françaises, allemandes et anglaises, vous avez quand même... C'est pas compliqué pour eux de répondre à la brutalité de Trump? Non, mais c'est compliqué d'y répondre si vous cherchez à y répondre militairement. L'objectif n'est pas pour l'Union européenne d'utiliser le même langage que M. Trump en disant on va aller faire le coup de feu au Groenland. Il s'agit de dissuader Trump, de lui faire comprendre que le coup en serait terrible. L'effondrement de l'OTAN... Elle ne pourrait pas défendre l'Union européenne, elle ne pourrait pas défendre le Groenland s'il y avait une telle opération en diplomatie, c'est tombé, je pense, dans le jeu de ceux qui menacent. Les forces de l'Union européenne, elles sont ailleurs. C'est soutenir l'OTAN, parce que quand même, en dehors des États-Unis, c'est quand même l'Union européenne. Et puis, c'est l'accès au marché européen. Vous pensez qu'aujourd'hui, les États-Unis de Trump peuvent se permettre l'effondrement de l'OTAN, la fermeture du marché européen de ses 500 ou 480 millions d'habitants? Moi, je ne le crois pas. Donc, il faut répondre à la menace extrêmement calmement avec ce qui fait la force de l'Union européenne. Son unité, en tout cas, ça, je suis d'accord avec vous.
Il est pratiquement 19h30, en tout cas on attend cette conférence de presse de Emmanuel Macron et Volodymyr Zelensky qui doit avoir lieu donc en direct de l'Elysée. Vous l'écouterez en direct sur notre antenne. On l'attend donc dans quelques minutes puisque la coalition des volontaires est toujours donc ses alliés de l'Ukraine sont toujours à l'Elysée, accompagnés d'ailleurs des 2 émissaires américains de Trump. Un mot tout de même, Stéphane Dugas, sur cette menace américaine au Groenland. Le Danemark, lui, considère les États-Unis comme une menace pour leur sécurité. C'est dans leur rapport annuel du mois de décembre. Le renseignement militaire danois compare les États-Unis à la Chine et à la Russie et met en garde contre le fait que Washington n'exclut plus le recours à la force militaire contre ses alliés. Donc les Danois y croient, malgré cet accord de défense. Il parle aussi d'augmentation de la menace d'espionnage, cyberespionnage, tentative d'influence de toutes sortes américaines, donc dans ce royaume du Danemark, enfin dans ce territoire autonome du Groenland. Votre réaction ? Une réaction, comment vous dire, il y a une naïveté pendant longtemps du côté danois qui était sous la protection du grand frère nord-américain, comme d'ailleurs beaucoup de nations. Et quand on allait là-haut au Groenland, on percevait tout ça. Il faut aussi rétablir les rapports de force. La base de Thulé, c'est 150 militaires, donc la base où les Nord-Américains sont situés. 150 militaires américains. C'est une base stratégique, très peu, mais qui est évidemment très efficace pour leur défense et en capacité de projection. Et puis, on a une marine danoise qui, avec ses patrouilleurs, je les ai encore vus cet été à Nuuk, donc ils ont des patrouilleurs, ils ont des avions, quelques bases aériennes. Kongerlussuaq, qui était l'ancienne base qui est réactivée, et le rapport de force est quand même, somme toute, assez asymétrique. Vous voulez dire à l'avantage du Danemark? Non, incontestablement, les Américains ont une puissance de feu qui est considérable. Donc l'affrontement, je ne parle pas d'affrontement pour moi, je pense qu'il y a un deal, et il y a un rapport de force qui est institué. Un deal avec qui alors? Un deal où derrière, il y a les terres rares, derrière, il y a un besoin sécuritaire, derrière, j'ai lu un rapport où il y a un trou noir dans cette défense de la côte est du Groenland, on ne sait pas trop. Et là, pour l'instant, on a 3 chiens et 3 traîneaux avec la Sirius Patrol qui sont le long de la côte nord-est du Groenland. Et ce sont les moyens, je caricature un brin, mais ce sont les moyens de défense de cette côte nord-orientale. Donc les enjeux sont là. Et on va regarder la conférence de presse qui va donc démarrer très vite. Emmanuel Macron, vous le voyez, Volodymyr Zelensky, également Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui s'apprête à prendre la parole, qu'on va écouter en direct. Et de la soutenabilité stratégique de l'Ukraine. Le signataire pour la partie française est M. Emmanuel Macron, président de la République. Le signataire pour la partie ukrainienne est M. Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Et le signataire pour la partie britannique est M. Keir Starmer, Premier ministre du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Декларацію про наміри між Україною, Французькою Республікою та Сполученим Королівством Великої Британії та Північної Ірландії щодо розгортання багатонаціональних сил на підтримку оборони, відбудови та стратегічної стійкості України підписують від України президент України Володимир Зеленський, від Французької Республіки президент Французької Республіки Еммануель Макрон, від Великої Британії прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. Declaration of intent between the French Republic, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and Ukraine relating to the deployment of multinational forces in support of the defense, reconstruction, and strategic sustainability of Ukraine. Signatory for the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Sir Keir Starmer, Prime Minister of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland. Signatory for the French Republic, Mr. Emmanuel Macron, President of the French Republic. Signatory for Ukraine, Mr. Volodymyr Zelensky, President of Ukraine. Merci beaucoup. Nous allons procéder maintenant à la conférence de presse. Вдячні всім, переходимо до етапу прес-конференції. Emmanuel Macron, donc Volodymyr Zelensky et Keir Starmer, le Premier ministre britannique. Ils vont prendre la parole. On voit également le chancelier allemand sur la gauche, Friedrich Merz,
qui vont donc prendre la parole lors de cette conférence de presse organisée à l'Élysée, à l'issue donc de ce sommet de la coalition des volontaires qui a eu lieu à l'Élysée à Paris. Bien. Monsieur le Président, cher Volodymyr, Monsieur le Chancelier, cher Friedrich, Monsieur le Premier ministre, cher Keir, Messieurs les envoyés spéciaux, cher Steve, cher Jared, merci beaucoup pour votre présence aujourd'hui avec nous, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs en vos grades et qualités. Nous avons aujourd'hui tenu à Paris une nouvelle réunion des chefs d'État et de gouvernement des 35 pays qui composent la coalition des volontaires, aux côtés du président Zelensky et en présence d'une délégation américaine conduite par messieurs Witkoff et Kushner. C'est la 15e réunion de la coalition des volontaires que nous tenons depuis le 17 février 2025. Et nous avions aujourd'hui à nos côtés 28 chefs d'État et de gouvernement, le secrétaire général de l'OTAN, la présidente de la Commission européenne et le président du Conseil européen. Cette réunion scelle aujourd'hui une avancée considérable qui est reflétée par la déclaration de Paris des garanties de sécurité robustes pour une paix solide et durable. Cette déclaration de la coalition des volontaires vient pour la première fois reconnaître une convergence opérationnelle entre les 35 pays qui composent la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique, pour bâtir des garanties de sécurité robustes. Cette déclaration détaille chacune des composantes de ces garanties de sécurité. Nous avons eu un rapport qui a été fait par nos chefs d'état-major et par SACEUR, au titre de la coordination américaine. Et nous avons aussi acté ici même d'une cellule de coordination qui permettra d'intégrer pleinement justement l'ensemble des armées compétentes et qui permettra la coordination entre la coalition des volontaires, les États-Unis d'Amérique et l'Ukraine sur le plan opérationnel. Elle viendra en soutien, en coordination avec l'état-major de la coalition qui est réuni à Paris. Au sein de la coalition, nous avons, sur la base de tout le travail accompli au cours des derniers mois, consolidé notre approche avec, premièrement, la mise en place de mécanismes de surveillance du cessez-le-feu qui seront placés justement sous un leadership américain, mais avec des contributions de plusieurs États qui ont marqué leur disponibilité. Deuxièmement, le soutien dans la durée, d'abord des forces armées ukrainiennes qui sont et resteront la première ligne de défense et de dissuasion contre l'agression. Et donc nous avons planifié sur la base d'un format d'armée volontariste, 800 000 hommes, les entraînements, les capacités et l'ensemble des moyens pour que cette armée puisse dissuader toute nouvelle agression. Troisièmement, de poursuivre nos préparatifs pour la mise en place d'une force multinationale dans les airs, les mers, sur le sol, pour apporter une forme de réassurance le jour d'après le cessez-le-feu et loin de la ligne de contact. Et au-delà du travail qui a été conduit par les chefs d'état-major britanniques et français avec tous les autres états-majors, je veux saluer nos amis allemands, italiens, polonais, souligner aussi l'importance du rôle de la Turquie qui, sur la partie maritime, a un rôle tout à fait considérable et a endossé cette responsabilité. Et puis quatrièmement, nous avons donc acté de traduire juridiquement ces engagements pour soutenir l'Ukraine en cas de nouvelle attaque de la Russie par justement des mécanismes de solidarité et d'intervention. Nous continuons aussi enfin de converger sur les questions de reconstruction et de soutien économique, et c'était le deuxième temps de la discussion. Mais vous le voyez, sur ce premier temps, nous avons consolidé l'architecture, la planification, les moyens, les règles des garanties de sécurité pour l'Ukraine le jour d'après la paix, et je dirais d'une garantie de sécurité pour l'Ukraine et pour le continent européen. Le deuxième temps de la discussion a été consacré à la prospérité future de l'Ukraine, avec là aussi le plan américain qui a été présenté, les contributions européennes, avec la volonté d'accélérer le travail
aux côtés de l'Ukraine pour que dans les prochaines semaines, un tel plan de prospérité puisse être finalisé, qui sera une composante importante justement de ces accords de paix. Tout cela sont des piliers essentiels de ce qui viendra soutenir une négociation qui est en train d'être conduite et dont nous souhaitons tous qu'elle puisse se finaliser le plus vite possible. Mais ces garanties de sécurité sont la clé pour que jamais un accord de paix ne puisse signifier une reddition ukrainienne et que jamais un accord de paix ne puisse signifier une menace nouvelle pour l'Ukraine. Et je crois que ce qui est très important de souligner, c'est que tous les pays ici représentés devant vous, mais l'ensemble des pays de la coalition de volontaires et tous ceux qui sont là, qui étaient présents aujourd'hui à Paris, après la très bonne coordination que nous avions eue tous ensemble en fin d'année dernière à Berlin, partagent tous la même volonté, la paix. La paix en Ukraine, la paix en Europe. Mais nous voulons tous que cette paix soit juste, qu'elle soit durable, qu'elle soit solide. Et nous sommes tous lucides, les paix qui ont été signées ces 15 dernières années par la Russie ont toutes donné lieu à des violations par la suite. En Moldavie, en Géorgie, en Ukraine. Et donc, fort de cette expérience, nous voulons que cette paix, elle ait ses garanties, instruites par l'expérience des Européens ces 15 dernières années. C'est pourquoi la déclaration de Paris permet d'acter ces garanties de sécurité légitimes et pour la première fois acte de cette convergence entre les membres de la coalition des volontaires, l'Ukraine et les États-Unis d'Amérique. Enfin, au-delà de cela, à court terme, nous continuerons d'apporter notre soutien à l'Ukraine pour faire face évidemment à tous les défis qui sont les siens en termes de protection de son espace aérien, de protection des civils qui sont encore la cible pendant que nous parlons des attaques russes et permettre de continuer aussi notre travail en termes de sanctions pour contraindre et réduire la capacité à financer cet effort de guerre par la Russie. Voilà, mesdames et messieurs, ce dont je voulais vous rendre compte en remerciant mes collègues ici présents et la délégation américaine qui est à nos côtés pour les avancées considérables qui ont été permises par justement cette réunion et ce sommet aujourd'hui. Je cède maintenant la parole à Monsieur le Président Zelensky. Cher Volodymyr. Дякую дуже. Дуже дякую тобі, дорогий Еммануеле, пане президенте. Дякую за запрошення і організацію. І Кіре, пане прем'єр-міністре, Фрідріху, пане канцлеру, Стіве, Джареду, шановні журналісти, всі присутні. Перш за все, Voilà, Volodymyr Zelensky qui prend la parole actuellement donc, lors de cette conférence de presse. Emmanuel Macron, vous l'avez entendu, juste à côté de lui se trouve Keir Starmer et également le chancelier allemand. La coalition des volontaires se termine donc aujourd'hui par une déclaration de convergence donc, entre ces 35 pays, l'Ukraine et les États-Unis. Alors, Jean-Maurice Ripert, votre réaction à ce qu'a pu annoncer le président avec à la fois un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu, les forces ukrainiennes qui seront en première ligne, mais aussi une force multinationale. Je vous fais réagir dans quelques minutes parce qu'on me dit qu'on a une traduction pour Volodymyr Zelensky. On va l'écouter. Nous renforçons le travail juridique avec les pays et le Parlement afin que le jour où la diplomatie atteindra la paix, nous puissions placer les forces de la coalition des volontaires. Les détails sont élaborés dans d'autres documents. Nous établissons quels pays sont prêts à prendre part et à garantir la sécurité dans les airs, sur le sol, dans les mers. Nous établissons quelles forces sont nécessaires, à quel niveau elles seront gérées et par qui. Nous devons établir le monitoring, nous devons établir très clairement comment sera soutenue et financée telle ou telle force et l'armée ukrainienne. J'en ai parlé séparément et je pense que notre force ukrainienne sera basée sur l'armée ukrainienne avec tous les autres éléments. Les militaires de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Ukraine ont travaillé quant au placement, le nombre et les types d'armements
qui seront nécessaires et qui pourront travailler. Nous avons également déjà ces détails. Nous sommes conscients de quel pays il s'agit et qu'est-ce que sont prêts à accorder chaque pays séparément. Je voudrais remercier chaque leader, chaque État qui veut véritablement faire partie de cette solution pacifique. Nous avons parlé également de manière très concrète avec l'équipe américaine concernant le monitoring et les non-violations de la paix. L'Amérique est prête à travailler là-dessus. C'est très important pour nous. Un des plus grands composants de cet accord, ce sont les mesures de rétention qui pourraient empêcher l'agression russe. Nous avons également avancé avec le groupe de négociation américaine en travaillant sur les documents. Ici à Paris, nous aurons d'autres rencontres avec Steve Witkoff et Jared Kushner. Nous considérons que nous avons déjà des documents prêts pour la garantie de sécurité bilatérale, l'Ukraine, les États-Unis, mais aussi les documents trilatéraux. Et nous comptons que dans les temps les plus proches, nous pourrons signer et de travailler sur les différents formats. Et nous espérons que Dieu nous en aide, que nous réussirons. Nous apprécions beaucoup le soutien des États-Unis et de donner des forces nécessaires pour ne pas réitérer l'agression russe. Nous sommes conscients du temps et du timing et nous sommes tout à fait d'accord sur le fait que ce doit être des garanties basées sur les engagements juridiques qui seront confirmés par le Congrès des États-Unis. Il y a bien évidemment des questions qui restent ouvertes concernant le document de 20 points et ce qu'il faut travailler, c'est surtout la question du territoire. Nous avons discuté de certaines idées qui peuvent aider. Si les équipes ne parviennent pas à régler certaines questions, nous pourrons les proposer au niveau des leaders. Nous continuerons et l'équipe ukrainienne reste pour d'autres rencontres, d'autres discussions et je tiens à te remercier Emmanuel d'avoir cette possibilité que nos équipes continuent à se voir pendant 2 jours. Je te remercie beaucoup. Je remercie également les collègues américains. Mais l'essentiel est que l'architecture de comment doit être cette sécurité, cette architecture existe déjà et c'est la force des partenaires de faire pression sur la Russie pour mettre fin à cette guerre. L'Ukraine n'a jamais été un obstacle à la paix. La Russie a été la source de cette guerre, la source de cette agression et il est clair qui doit faire le nécessaire aujourd'hui pour mettre fin à cette guerre. Je remercie tous ceux qui nous aident, tous ceux qui font en sorte que la paix vienne. Chacun comprend que l'agresseur doit être arrêté pour que la paix fonctionne. Tous les instruments pour cela existent, nos deep strikes, nos sanctions, notre diplomatie. Aujourd'hui, nous avons également parlé de notre défense antiaérienne. C'est très important. Cette question a été relevée par d'autres leaders de la coalition de volontaires. Il s'agit pour nous d'un objectif quotidien. C'est vrai que l'Ukraine a besoin de ces missiles de défense antiaérienne tous les jours car les frappes russes, malheureusement, malgré la diplomatie, ces frappes continuent. La Russie ne vise pas la diplomatie à 100%. Et pourquoi elle le fait? Parce qu'elle pense pouvoir frapper notre énergie, nos infrastructures, les villes et les villages paisibles. C'est pourquoi chacune de nos rencontres concerne la défense antiaérienne. Nous en avons parlé à Mar-a-Lago avec le président Trump. Je le remercie beaucoup pour cette compréhension et son soutien. Et ici, à Paris, nous avons de nouveau soulevé cette question de la défense antiaérienne. Plus forte est notre défense, plus forte sera la diplomatie en fin de compte. Je remercie tous ceux qui sont prêts à nous aider. Gloire à l'Ukraine. Il est très important que nous commencions l'année de cette façon, entre alliés européens, américains, aux côtés du président Zelensky, pour la paix, engagés ensemble. Nous sommes plus proches de cet objectif que jamais. Mais bien sûr, les problèmes les plus épineux sont encore devant nous. Nous sommes présents aujourd'hui pour avancer dans le cadre d'une réunion très productive, dans le cadre également des progrès faits au cours des semaines écoulées. L'enjeu de la coalition des volontaires est d'aider à faire avancer une paix durable et de travailler avec les États-Unis pour garantir la sécurité ukrainienne dans le temps long. Ce travail est plus avancé que jamais. La déclaration commune d'aujourd'hui le dit très clairement. En outre,
Avec le président Macron et le président Zelensky, nous sommes allés encore plus loin avec la signature de cette déclaration d'intention portant sur le déploiement de forces en Ukraine si un accord de paix est signé. Ce jalon est un point important de notre engagement durable aux côtés de l'Ukraine. Cela ouvre la voie à un cadre juridique dans lequel des forces françaises, britanniques et d'autres partenaires pourraient être déployés sur le sol ukrainien pour sécuriser également les airs et les eaux ukrainiennes afin de l'aider à garantir sa sécurité. Nous avons échangé sur ces enjeux aujourd'hui et je peux dire qu'après un cessez-le-feu, la France et le Royaume-Uni établiront des hubs militaires. Voilà, Keir Starmer, le Premier ministre britannique, qui continue de prendre la parole. Un mot justement, monsieur l'ambassadeur, on le disait, donc cette déclaration d'intention commune, est-ce qu'il y a vraiment du nouveau ce soir dans cette architecture qui vise à la fois à mettre en place un mécanisme de surveillance, mais aussi une force multinationale en cas de cessez-le-feu avec la Russie? Je pense que oui. Je pense que c'est une mauvaise nouvelle pour le président Poutine. Je pense que ça vient d'être dit très bien par les trois présidents. Ce qui est nouveau, c'est le fait d'écrire, de s'engager sur un mécanisme de surveillance du cessez-le-feu quand il aura lieu, sous la coordination des Américains, avec le soutien américain et le déploiement de forces, évidemment, tout en continuant l'aide militaire immédiate. Évidemment, tout ceci devra être confirmé par un élément important. J'imagine que dans les prochains jours, à leur habitude, M. Kouchner et M. Witkoff vont se rendre à Moscou ou parleront à M. Poutine. Il faudra vérifier qu'ils respectent l'engagement qu'ils ont pris de soutenir cette déclaration par leur simple présence pendant les déclarations des présidents. C'est quand même un tournant pour moi, très clairement. Et puis cette présence américaine. Et puis c'est cette fameuse unité européenne dont tout le monde passe son temps à dire qu'elle n'existe pas. La présidente de la Commission est membre de la coalition, elle était là. Le président du Conseil européen aussi, le secrétaire général de l'OTAN. Il y a maintenant une convergence avec des pays qui ne sont quand même pas négligeables. Il ne faut pas oublier l'Australie, le Japon, la Corée, le Canada, bien sûr. Donc oui, je pense que c'est un tournant important. Oui, un tournant important, vous diriez, Général Trinquant, parce que là, on parle d'une déclaration. Alors, les forces britanniques et françaises devraient, a priori, être présentes en Ukraine, c'est ça ce qu'a mentionné le Premier Keir Starmer ministre britannique, c'est le premier qui parle de forces présentes en Ukraine. Simplement, il faut revenir, ça fait un an. En cas de cessez-le-feu avec la Russie, faut le rappeler. En cas de cessez-le-feu, bien sûr. En un an, en fait, cette coalition, dirigée par les Britanniques et les Français, ont mis en place un plan. Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que ce plan, proposé par les états-majors, a été aussi approuvé par SACEUR. SACEUR, c'est qui? C'est celui qui commande l'OTAN, les forces de l'OTAN, mais aussi les forces américaines. Donc c'est un engagement important. Et ça, c'est nouveau, ça n'est pas le cas. Oui, c'est nouveau. Oui. Alors, comme disait monsieur l'ambassadeur, les Américains, monsieur Witkoff, n'a pas signé. Vous avez bien vu qu'il y a Britanniques, Français, Ukrainiens. Mais ils ne sont pas membres de la coalition, les États-Unis. Ils ne sont pas membres de la coalition des Comment? Ils ne sont pas membres de la coalition. Oui, mais si on les a fait venir, c'est pas simplement pour assister, puisque normalement, dans le plan, ils assurent ce qu'on appelle le backup. Mais ce que j'ai compris, c'est que ça doit être approuvé par le Congrès. Donc c'est peut-être pour ça qu'ils n'ont pas signé, parce qu'ils demandent... Il faut souligner au passage que le président de la République française réunit jeudi les présidents de commission, président du Sénat, président de l'Assemblée, tous les présidents de partis, pour leur parler de ça, parce que c'est un engagement important pour chacun des pays. Donc, suivant leur processus, chacun des pays vont le faire, les Américains, les Français, les Anglais, etc. Mais ça veut dire qu'on a fait vraiment un pas en avant. Et je pense que surtout ce qu'il y a d'important, là, c'est que pour une fois, jusqu'au prochain épisode peut-être, mais on a les Américains, les Ukrainiens et la coalition des volontaires qui forment bloc avec une présupposition qui est un cessez-le-feu dont on sait que pour l'instant, les Russes ne veulent pas en entendre parler. Donc cette présence américaine, vous restez prudents tous les deux. Peut-être que vous voulez dire un mot également, Stéphane Dugast. Non, pareil, je me réjouis et je me dis que l'Union européenne... Tout le monde a l'air positif ce soir. Oui, je suis plutôt positif. J'observe la situation, j'observe la géopolitique telle une série télé maintenant, avec ses hauts, ses bas, ses rebondissements. Et je me dis, pour revenir au cas du Groenland, que l'Union européenne, quand elle est... Et les Britanniques, quand on les associe, quand les gens se parlent, s'unissent et font des plans, le bon sens surgit. Et
Et j'ose imaginer que le bon sens est enfin en train de surgir en Ukraine et qu'il en sera de même au Groenland et au Venezuela. Jared Kushner et Steve Witkoff, là, ont été convaincus de véritablement participer à cette force multinationale, cette force de réassurance. Je pense qu'ils ont c'est à la demande de Donald Trump, je n'ai aucun doute là-dessus. Je pense qu'encore une fois, je l'ai dit hier, je pense que l'affaire vénézuélienne, c'est deux messages à la fois à Vladimir Poutine. C'est à la fois, si vous voulez faire pareil, peut-être qu'on réagira pas, mais c'est aussi une menace de dire on peut frapper n'importe qui, n'importe où. Donc, lire l'engagement américain... Il y a une double lecture, alors. Oui, pour moi, c'est clair. Alors, je sais que certains n'acceptent pas cette idée, tout n'est pas forcément simple, mais je pense que le signal de la présence de Jared Kushner et de Steve Witkoff, participant quand même à cette conférence de presse et assistant de fait à la signature de cet accord le lendemain de l'affaire ou 2 jours après l'affaire Maduro, c'est quand même un sacré signal envoyé à Moscou. Il va falloir comment ils vont le concrétiser avec Vladimir Poutine, qu'ils vont rencontrer certainement dans les jours qui viennent. Enfin, il ne veut pas de cessez-le-feu pour l'instant. Non, qui ne veut pas de cessez-le-feu, qui ne veut pas la paix, tout simplement. Faut être clair. Ce qui est intéressant, c'est que M. Rubio devait être là. C'est lui qui devait être là. Mais compte tenu des événements, il a décidé de ne pas venir. Mais ce qui est intéressant, c'est que le binôme qui était là, en fait, c'est le binôme qui a passé 5 heures avec Poutine à Moscou, sur lequel on n'a aucune information. Mais donc, eux savent quelle est la position russe, vraiment, et leur présence ici, sur l'acceptation de cette position de la coalition des volontaires, marque qu'ils veulent quand même, enfin, du moins je l'espère, marquer que la position de M. Poutine, qui n'a pas changé, doit changer. Sinon, rien ne se fera. Vous pensez que ça fait pression sur Vladimir Poutine, ce qui vient de se passer? Oui, je pense. Alors, il y a deux choses qui me paraissent importantes. Le président français a utilisé une expression que je pense importante. Il a dit « Nous sommes d'accord pour dire qu'il faut que l'accord de paix qui interviendra après cet éventuel cessez-le-feu ne soit pas une capitulation de l'Ukraine. Donc, nous reprenons la position de base de l'Union européenne et qu'elle ne constitue pas une nouvelle menace pour l'Ukraine. Ça, c'est extrêmement important, de mon point de vue. Et ensuite, il a clairement dit d'ailleurs que les troupes, si troupes il y avait, seraient loin de la ligne, de la ligne de cessez-le-feu. Moi, je pense que, très honnêtement, c'est quand même le plus loin qu'on ait jamais été. Ne sous-estimez pas non plus le fait que c'est l'aboutissement, comme l'a dit le général, d'un long processus. Vous savez bien que dans les négociations diplomatiques, quand ça devient public, c'est que tout est arrangé avant. Et je pense qu'en effet, ça fait 1 an que les états-majors travaillent, qu'il y a un état-major de la coalition qui s'est mis d'accord manifestement avec le commandement central de l'OTAN. Et ça, c'est quand même une évolution tout à fait remarquable, à mon avis. Il y aurait 3 lignes de défense, général Trinquant, une ligne ukrainienne, donc avec 800 000 hommes, d'après ce qu'a dit le chef de l'État français, une ligne donc européenne avec éventuellement des troupes françaises et britanniques, y compris en Ukraine, et d'autres troupes européennes ailleurs en Europe. Je vous pose la question. Et une 3e ligne américaine, où là, alors, les Américains, de quelle manière est-ce qu'ils pourraient intervenir? Alors, il est bien marqué que le cessez-le-feu sera surveillé par les Américains avec l'aide des Européens. Donc c'est intéressant parce que, évidemment, la ligne de cessez-le-feu, qu'est-ce que c'est? On n'en sait rien pour l'instant. Je rappelle qu'une ligne de cessez-le-feu, normalement, il doit y avoir retrait de part et d'autre. Évidemment, les Russes ne veulent pas se retirer de là où ils sont. Mais le fait que les Américains disent « nous mettrons les moyens, aidés par des Européens, pour assurer la surveillance de cette zone de cessez-le-feu, au passage, sont des moyens techniques. Ça veut dire quoi concrètement? C'est des moyens techniques. Ça veut dire des drones, ça veut dire des capteurs, ça veut dire des satellites qui surveillent tout ça. C'est essentiel aujourd'hui. Parce qu'il y a 1400 kilomètres. Sans troupes américaines ou des troupes américaines éventuellement? Non, il n'y aura pas de troupes américaines. Ça sera les moyens techniques. Cessez-le-feu, j'y crois pas du tout. Non, mais il y aura des moyens qui vont être mis en place, qui permettront de surveiller. Et cette surveillance amènera à prendre des dispositions s'il y a rupture du cessez-le-feu. Alors la rupture du cessez-le-feu, ça peut être une patrouille qui s'est paumée dans le coin et qu'il faut ramener gentiment chez eux. Ça peut être une rupture plus importante. Et à ce moment-là, on en vient aux lignes dont vous parlez, les Ukrainiens avec 800 000 hommes, les Européens appuyés par des dispositifs américains que je vois essentiellement aériens. Mais quand je dis essentiellement, c'est parce que c'est essentiel.